euros pour des baisses d'acuité visuelle, et elle rapporte des petits scotums, parfois même des petites baisses d'acuité visuelle, et avec plutôt des tableaux qui ressemblent à des migraines rétiniennes. Est-ce que dans ton expérience, tu as eu des cas où ces migraines rétiniennes étaient persistantes, pouvant même poser des difficultés diagnostiques différentielles avec des neuropathies optiques ou des choses comme ça? Parce qu'on commence malheureusement dans certains cas à avoir des petits hypersignaux comme ça à tort et à travers, et les gens les confondent avec des névrites optiques inflammatoires. Merci, cher ami. J'aime cette question et j'aime ce scénario clinique parce que c'est quelque chose que nous avons tous vu et ça pose toujours des questions. J'ai trois réponses différentes. La première, c'est la plus importante. S'il y a des malades avec une migraine qui sont sensitifs aux stimuli visuels, ça peut être des fenêtres avec du soleil et du contraste. Ça peut être beaucoup d'utilisation du téléphone, des ordinateurs. Ça peut être des stimuli visuels avec un contraste très fort. Ça peut donner une aura visuelle et la migraine. Voilà. Dans cette situation, il y a un moment spécial. Si le malade va avoir l'ophtalmologue qui fait la périmétrie, la périmétrie commence avec le doigt de flèche du ça commence dessus du champ visuel. Le malade va pire, l'ophtalmologue a peur, il répète le champ visuel. Ça va encore plus noir. J'ai un exemple où un malade était en Pologne 9 heures avec l'ophtalmologue et après ils ont donné une transmission d'urgence au neurologue parce que c'est une stroke, c'est tout noir. Et ça c'était un malade qui a eu exactement cette situation. Voilà, ça c'est cliniquement probablement ce que vous voyez le plus souvent. La substitution c'est simple, il faut faire le champ visuel. Clinique normal, comme on a fait il y a 1000 ans. La deuxième situation, c'est si je me rappelle bien, c'est la question sur la aura persistante. J'ai vu ça quelques-uns, j'ai des artistes qui m'ont donné un tableau comme ils voient ça. En fait, on a cette réunion UNOS en Rotterdam en juin, où nous avons une exposition des malades, comme ils voient leur migraine. Et là, il y a aussi cette présentation comme un tableau, une expression d'art, bien sûr, comme ils voient ça. Et ça persiste. J'ai quelque chose qui ça persiste des mois et des années, et je ne comprends pas bien. Mais je sais, il y a un malade japonais, je crois, qui a eu ça pour 10 ans, quelque chose comme ça. Il y a une publication. Et souvent, il y a des terrains sous-jacents, Axel, il y a des terrains sous-jacents associés de lupus ou de vascularite ou d'hypertension. Donc, ils sont déjà prédisposés probablement à faire soit des vasospasmes ou de l'hypoperfusion. Oui, et ça, c'est la troisième catégorie exactement, c'est avec le vasospasme rétinal. Et maintenant, on a changé les lois pour fumer. Je pas moi, parce que je crois qu'il y a aussi le lien avec les petits tabac. Mais dans cette situation, il y a aussi le vasospasme qui vient graduel. Et après cette étape, ça peut faire un trigger. Et je crois quelque chose qui se doit à Bercia aussi. On voit les 12 optiques disques 12 qui font une irritation. On a vu ça, c'est du disque Ares. Et ils font une irritation aussi, ça peut provoquer un vasospasme et une migraine oculaire. Et quelque chose que je crois que les ophtalmologues acceptent plus facile que les neurologues. Parce que pour mon neurologue, la définition de la migraine, c'est cérébral, ça veut dire toujours binoculaire. Ouais. Par contre, pour mon ophtalmologue, ça peut arriver monoculaire. La différence entre les deux, c'est génial parce que Léao qui a découvert ce qu'on dit slow spreading Depression. D'une gâteau. Il a vu dans la rétine, sur le potassium, où il y a ce slow spreading depression.
c'est la définition que j'utilise dans la migraine au niveau cérébral. Et puis c'est tout couvert dans l'œil. Mais on n'est jamais montré dans l'être humain psychosomatic depression. Yes. Et c'est techniquement impossible parce que faudrait savoir. Quand on aura l'occasion et la chance de t'avoir parmi nous en Algérie, on organise un congrès national et international en novembre à Constantine. J'espère que tu feras de ton mieux pour être avec nous et pour partager cette double expérience, soit avec nos collègues ophtalmologistes, neurophysiologistes et également neurologues. Merci et encore une fois, bravo pour ta présentation et à très bientôt. Au revoir. On le sait, le paramètre essentiel dans le diagnostic et le suivi des neuropathie optique est l'épaisseur des fibres nerveuses périrétiniennes. Qu'en est-il de l'étude du GCC, du complexe ganglionnaire maculaire, dans les neuropathies optiques, autre que la neuropathie optique glaucomateuse? Aussi pour le RNFM, ici on a des interactions très importantes. Aussi pour les neuropathies optiques autres, c'est-à-dire surtout les héréditaires dans les pères aussi, on a une altération aussi importante dès le début de la maladie du GCC. Les ischémiques sur glaucome, il faut surtout pas oublier ça. Oui. Et je pense que c'est je pense que ça veut aussi sensibiliser les ophtalmos sur la neuropathie ischémique glaucomateuse. Donc demain il y aura peut-être des cas cliniques. On n'y pense pas. Et souvent on les reçoit. Donc on a une petite expérience. Peut-être qu'on fera un beau papier un jour avec Slimane où on a repris une bonne dizaine de patients, parfois pas obligatoirement âgés. On a eu d'ailleurs c'est le malade de Boulkahed, 2 malades de Bach Jarrah, 40 ans, si tu te rappelles. Et c'est juste pour insister sur le GCC à l'OCT. Merci, Belkacem. I would like to ask a question to Sahain, the expert in radiology. First of all, thank you for your nice presentation. It's nice to meet you and to work with you. My question is about deep white matter. You spoke about callus body. You spoke about the aspect of marble in mogopathy, and we know in multiple sclerosis we have perpendicular lesion in corpus. Sorry. And I would like in Suzak syndrome, we know that we have cloud lesion in snow lesions, and I would like to how we can see the difference between the three pathologies. Thank you. Actually, one of the most important things in differentiating imaging, first of all, we should look to the clinical presentation of the patient. So first, we should have clinical presentation when we want to actually interpret the imaging. The second one is in Susak syndrome, we have the lesions in the lower part or exactly in the middle part of corpus callosum. They are in a snowball appearance or a spike wheel. It's like, a spike wheel and a snowball appearance. In marble pattern, it's heterogeneous and fluffy involvement, but you cannot you cannot borderize any lesion in the corpus callosum. You see the lesion has been somehow marbled the corpus callosum, and all or part of corpus callosum have been involved. But in multiple sclerosis in corpus callosum, they are around in the periphery, and they are discrete lesion with Dawson-like fingers in sagittal view. So you can see these images and differentiate like this. But of course, we can have some, overcrowding of these lesions. Sometimes you see a marble pattern even in, for example, the case of multiple sclerosis with a lot of confluent lesion, but in the advanced stages of multiple sclerosis, not in the beginning. Or you can have this marble sign even in MOGAD. We have seen it also in MOGAD. So this is very important, but the imaging sign can help you to differentiate. It's not diagnostic or characteristic of it. Thank you, Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour with us in differential diagnosis of limbs? Sometimes we can speak about
primary angiitis Yes. of CNC. It's more important to speak about that, especially when we have hemiencephalitis in MRI. It's one of the different diagnosis of mogopathy. The second question concerning the AQP4, or the NMO, the positive NMO. I hope if you can ask our colleague, especially our ophthalmologist colleague, that this source of death, this patient, when they had a spinal lesion, important spinal lesion, patient can go to death. We have some, unfortunately, we have some experience with our 2 or 3 patients. Amin Hamimet is here probably for speak about 1 cases. And what's your experience for these cases? And in the last, when I start reading or working about NMO, I read cases about Iranian people who had AQP4 and both in the same patient. Is it really? Yes. We have the first question your first question regarding the differential diagnosis of flames. Of course, there are some differential diagnoses. One of them is MAG. The second one is autoimmune encephalitis. L'angine primaire du système nerveux central, il faut y penser même devant des appels hémiocéphalytiques. C'est tout récent et c'est pour ça que je sais qu'il a published the paper about that. And it's more important for our colleagues. Yes, autoimmune encephalitis, and also of course, as you said, primary angiitis of CNS. So this is very, very important to consider that. But the presentation of these patients are totally different. Flames in these adults, they present with seizure, even with focal neurologic deficits, and also with headache, and also with fever. Sometimes they have fever, and they have been treated as viral encephalitis sometimes. But we have 2 cases of flames, actually. Both of them were linear flames, not bilateral flames. And one of them was actually positive for NMDR encephalitis. Yes, and so NMDR. Yes, NMDR encephalitis, and we treated this patient also with IVIG and rituximab at the end. So these are, and one of the important point is that sometimes they are you cannot test very early, or you cannot diagnose very early. We call them sometimes as overlap, and we treat in a way that cover both of them. Yeah. Of course, our colleagues in Algeria will It's the do same that. thing. Exactly. The second point about, second question about longitudinal extensive cord lesion. If you have longitudinal extensive cord lesion and aquaporin positivity, it means that you have to start treatment. Because many of these patients, they will have an attack in future, especially in first year, they may have an attack of icteritis, and even if they do not have attack, you have to treat them. When seropositivity, you have to actually consider treatment. Thank you, Mohamed. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le patient avait des dixièmes, tout était normal, même le fondé était normal, la papille était normale. Quel est l'intérêt de demander une angiographie dans ce cas-là? Angiographie rétinienne. Peut-être que l'angiographie couplée à Le diagnostic, c'est un diagnostic différentiel des neuropathie optique Optique, œdémateuses, mais le diagnostic de certitude, c'est un cliché sans préparation, c'est pas une angiographie, juste un cliché. Même les Voilà, coupés. juste, exactement. Voilà, donc je vous remercie. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une association entre sclérose en plaques et CRIAN? C'est à travers un cas clinique que je suis, et la patiente, elle est sclérosée en plaques aussi bien sur IRM que sur PL, et elle a des liens familiaux avec sclérose en plaques, et elle garde une corticosensibilité très importante sur le nerf optique. À chaque fois qu'on baisse au-dessous de 20 mg par jour, elle récidive. Et donc elle est mise sous tout le traitement interférent et Donc elle a un traitement interférent et pour la sclérose en plaques et une dose minimale de caustique en instance d'étiologie. Donc possible que si vous faites des explorations plus poussées, et peut-être qu'un jour on aura des anticorps nouveaux, non identifiés, et que là vous allez tomber éventuellement sur une autre étiologie associée, comme on a l'habitude de voir la CEP associée fréquemment à d'autres maladies auto-immunes. Amine, je peux répondre aussi. Il ne marche pas. Donc ici l'approche, c'est une belle approche que de dire c'est une association.
rechercher une cause intercurrente, carentielle, mais le fait qu'elle passe des baisses d'acuité visuelle chez une patiente qui a un traitement de fond conduit, je pense qu'elle est sous traitement de première intention, je ne sais pas. Donc il faut refaire le traitement de fond de première intention, parce que souvent, dans l'esprit des neurologues qui font de la sclérose en plaques, la neuropathie optique est un symptôme banal. Non, la neuropathie optique de la sclérose en plaques est une source de cécité. Parce qu'elle peut évoluer quand elle n'est pas bien traitée. Les radiologues voient souvent ça et ils nous le disent dans les comptes rendus atrophiques. Mais nous, dans notre raisonnement, pour nous, ce qui est sévère dans la sclérose en plaques, c'est la paraplégie, c'est le syndrome cérébro-archifaux. Donc le fait qu'elle fasse des névrites optiques récidivantes, soit qu'elle soit dans un contexte de non-réponse au traitement de fond, donc entre autres de première intention, après, comme tu l'as dit, mais probablement associé à une mogopathie. C'est plutôt ça qui est, parce qu'initialement, pendant très longtemps, on a pris toutes les mogopathies pour sclérose en plaques, et tu as dit le mot fatidique. Les mogopathies qui ont évolué dans les études de Bowman des années 90 et 2000, c'est les mogopathies familiales. Donc probablement chez cette patiente, tu vas trouver des antécédents familiaux de pseudo-CEP ou de faire la part des choses entre CEP et mogopathie. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou pour ces premières journées de neuro-ophtalmologie, donc organisées par la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique, en collaboration bien sûr avec notre centre hospitalo-universitaire, pour justement revenir sur des problèmes de santé qui sont hyper fréquents en population générale. Donc ces problèmes de neuro-ophtalmologie qui touchent plusieurs aspects, à savoir donc les baisses d'acuité visuelle brutale dans le cadre des accidents vasculaires, les troubles de la réfraction avec le retentissement sur le cerveau, que ce soit les céphalées, mais des urgences également, donc notamment en matière d'inflammation du nerf optique, qu'elles soient liées à des maladies systémiques ou pas, et enfin des troubles oculomoteurs dans leur grosse définition, que ce soit pour les pathologies du muscle, du nerf, mais aussi chez les sujets âgés avec les troubles de la vision qui peuvent être associés ou être inauguraux de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Le deuxième point, et c'est une des thématiques les plus importantes, sera débattu demain, c'est les urgences neuro-ophtalmologiques chirurgicales. Donc on parlera plutôt de cette hypertension intracrânienne idiopathique qui est source d'une gêne fonctionnelle importante et qui pourra aboutir, quand elle n'est pas prise en charge de façon correcte et précoce, à des cécités chez des sujets jeunes. Et à juste titre, donc nous allons montrer les travaux des collègues neurochirurgiens sur les dérivations lombopéritonéales, c'est-à-dire les indications chirurgicales de ces tableaux-là, et pourquoi pas proposer une nouvelle approche thérapeutique qui est la mise en place des stents, puisque sur le plan de la définition de la physiopathologie, nous sommes arrivés quand même maintenant à définir les mécanismes inducteurs de ces thromboses, ou plutôt de ces HIC, et pour lesquels il faut des gestes interventionnels qui ne sont pas disponibles en Algérie. Malheureusement, les patients partent encore à l'étranger pour les faire, et je pense que nous avons actuellement les équipes nécessaires pour des formations et à la limite répondre à ce besoin pour une meilleure prise en charge de ces patients. Professeur Slimane Belkacem, chef du service d'ophtalmologie au CHU Tizi Ouzou. L'œil et le cerveau sont intimement liés. Donc, l'œil est lié au cerveau par le nerf optique, qui est le nerf de la vision. Il est également relié au cerveau par les nerfs oculomoteurs qui permettent la mobilité de l'œil, ce qui procure à l'œil ces mouvements, de regarder en bas, en haut, latéralement, etc. La neuro-ophtalmologie, c'est d'énumérer ou de prendre en charge toutes les pathologies neurologiques qui sont liées à l'œil. Donc, tout ce qui touche le cerveau donc, a une manifestation oculaire, donc qui sont intimement liées. Essayons de travailler ensemble, donc en équipe multidisciplinaire pour prendre en charge nos patients. Voilà, neurologistes, neurologues, ophtalmologistes et radiologues. Voilà.